Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de politique, d'élections, de machin, puisque d'une part, il y a les Canadiens qui ont voté, Canadiens, ils ont voté donc pour leurs élections législatives, où la grande question c'était est-ce que les conservateurs vont revenir au pouvoir ? Et alors, lorsque on regardait les principaux sondages il y a quelques mois, il n'y avait pas photo. Le conservateur Pierre Poilievre était largement au-dessus de ses opposants donc du Parti libéral. On se souvient de la timeline, il y a Justin Trudeau qui s'est fait virer. Quelques semaines après, il s'est fait remplacer donc par Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Canada aussi d'ailleurs. Il y avait eu cette histoire à partir notamment du début de l'année 2025 où Donald Trump arrêtait pas de parler. Déjà, il y avait toutes les menaces de tarifs qui sont vraiment quasiment existentielles pour le Canada puisqu'ils exportent quasiment que aux États-Unis, enfin, en tout cas en très très large part. Et il y avait aussi les menaces, même si c'était un peu du second degré, il y avait peut-être un peu un fond de vérité là-dedans, les menaces de carrément d'annexion du Canada, où Trump, moi je trouve ça très drôle, mais je comprends que si on est Canadien, on aime moyen ça. Il y a eu quelques guerres aussi entre le Canada et les États-Unis, au moment de l'indépendance des États-Unis, enfin... Il y a toute une série de gars qui voulaient rester avec la couronne britannique qui étaient partis au Canada. Donc, c'est une vieille histoire, l'unification du continent nord-américain. Ouais, il y a une vraie rivalité. Les deux pays n'ont pas du tout la même image. Les Américains, les États-Unis, on les estime très exubérants, très voilà. Violents. Et puis un peu violents, un peu extrêmes. Et puis que ce soit d'un côté ou dans l'autre. Et les Canadiens, en revanche, sont connus pour être beaucoup plus calmes, beaucoup plus posés. Et eux, c'est des sociodémocrates, quoi, tranquillou, tout ce que les Américains ne sont pas. Ouais. Et donc il y a vraiment une opposition culturelle là-dessus. D'ailleurs, Poilievre n'a jamais voulu reprendre le ton volontairement assez excité de Trump, et il a eu du mal à se défaire d'une association qui est injuste, mais qui existe malgré tout, entre donc Pierre Poilievre et Donald Trump. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Donald Trump a commencé à menacer le Canada, les gens se sont dit bah nous on va pas voter à droite si c'est comme ça, on va voter à gauche. Et puis il y avait Mark Carney donc qui est apparu et qui je trouve rappelle un petit peu l'image des dirigeants sociodémocrates des années 2000. C'est-à-dire c'était avant le wokisme. Alors ils sont de gauche quand même, il est très wokiste. Non mais vous avez lisé son bouquin qu'il a écrit, il n'y a pas plus wokiste. Ah non, mais il est wokiste comme tout, mais il l'a dissimulé. Voilà. Et il avait conseillé Trudeau dans le domaine économique, ce qui a été un vrai désastre, et les gens ont oublié, mais ça prouve simplement que les Canadiens, comment dire, sont pas férocement attachés à la liberté, quoi. Ouais. Beaucoup moins. D'ailleurs, ils sont restés avec l'Angleterre très longtemps. Ils ont eu une vraie indépendance que très tard. Bon, donc je dis pas ça méchamment des Canadiens, mais en tout cas, ils ont pas fait montre d'une grande défense des libertés individuelles quand ils étaient attaqués par Trudeau et qui étaient soutenus par. Maintenant, ils se retrouvent avec un gouvernement qui va continuer la politique qui est la même, c'est-à-dire de protection de la nature, LGBTQ, enfin voilà. Donc ils sont partis pour un tour de mièvrerie. Ouais, et puis alors il y a beaucoup de conservateurs aussi qui craignent tout simplement que ce soit absolument impossible de reprendre la main sur le pays, parce que notamment depuis 2020 à peu près, enfin depuis le Covid, il y a cette question de l'immigration qui vraiment... Trudeau a organisé justement pour submerger le Canada. C'est-à-dire que ça a été parfaitement réussi puisque j'imagine que les immigrés qui deviennent canadiens très rapidement ont dû tous voter massivement pour Carney, quoi. Oui, évidemment. Alors je pense qu'ils votent moins que les autres, mais néanmoins ils ont un poids qui est tout de même croissant. Et le Canada, je rappelle, c'est
un peu plus de 30 millions d'habitants, 36 millions, et c'est plus d'1 million d'immigrés par an et plus de 300 000 naturalisations par an. Donc très vite, ça vous fait 1% de la population en plus chaque année. Ce qui suffit à faire basculer une élection. Voilà. Et alors ça laisse le entier. Le problème, il y a un certain nombre de provinces, comme l'Alberta où il y a tout le pétrole, etc., qui pourraient avoir soit des velléités indépendantistes, mais pas vraiment, soit de rejoindre les États-Unis, tandis que le Québec, lui, il reste sur ses velléités indépendantistes, mais avec l'énorme apport d'immigration qui était surtout d'origine anglo-saxonne, anglophone, pardon. Pour le Québec, ça va devenir de plus en plus difficile d'essayer de devenir indépendant. Donc, c'est curieux, mais cette élection ne règle rien, puisque les problèmes de fond du Canada n'ont pas été traités. Les problèmes du Québec, ils vont rester entiers. Les problèmes de l'Alberta vont rester entiers. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais en tout cas, Carney ne me semble pas avoir un caractère suffisant pour être à la hauteur des enjeux qui l'attendent, quoi. Voilà. On va voir. Hein, oui, c'est vraiment dommage parce que ça faisait quand même pas mal de temps. Poilievre était sympathique. Il parlait juste. Tout à fait, il parlait juste. Et je trouvais que c'était un type assez valable, qui avait l'air plutôt compétent, assez charismatique d'ailleurs aussi, et qui avait les bonnes idées, qui avait des bonnes idées et qui avait des idées un peu différentes aussi de la plupart des dirigeants conservateurs qui étaient globalement des centristes, qui n'étaient pas vraiment de droite, et Poilievre a amené un petit peu de punch là-dedans. Il a soutenu le mouvement. Il avait des côtés, pas vraiment, mais enfin il avait des côtés un peu milléi, quoi. Il n'avait pas peur, peur de dire que... Assez libéral, effectivement. Il fallait quand même que l'État foute bien la paix aux gens, quoi. Il avait soutenu, ce qui n'avait pas été le cas de beaucoup de dirigeants conservateurs, il avait soutenu le mouvement des truckers en 2021, là, face aux restrictions Covid. Donc voilà, c'est quelqu'un de libéral, pas juste dans l'économie, mais vraiment dans la philosophie libérale, c'est-à-dire qu'effectivement, l'État, il commence à emmerder un petit peu tout le monde et ça commence à bien faire. Donc voilà, je trouve que c'est un peu un rendez-vous manqué pour le Canada. C'est un petit peu, si vous voulez, ça rappelle... voter pour Carney, c'est comme vous votez pour Macron la deuxième fois, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il prend aux gens, quoi. Mais ça fait rien. On leur amène un nouveau savon, donc ils trouvent qu'il est bien meilleur que le savon précédent qui déjà l'avait pas. Mais mais c'est une opération de marketing électoral qui a aussi bien réussi que Fillon et Macron, quoi. C'est pareil. Voilà. Ils ont réussi à rester au pouvoir. Carney, c'est vraiment l'homme de Davos parfait. Il a été toutes les réunions. C'est vraiment. Alors, si vous cherchez à élire un homme de Davos, il n'y a pas mieux. C'est le prototype, effectivement. C'était le prototype. C'est même une version un peu améliorée de Trudeau, parce que Trudeau, lui, il faisait un peu pleurnicheuse. Et puis Trudeau, il n'avait aucune compétence, parce qu'il a été gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, ce qui est bien, quoi. Ça vous donne l'impression d'une. Oui, d'avoir quelqu'un. Il n'a pas été un gouverneur remarquable, d'ailleurs, il en a fait de spécial, mais enfin, voilà, quoi. Effectivement. Et c'est un homme qui a 3 passeports. Je crois qu'il est canadien, il est anglais. Je me demande s'il n'est pas américain aussi. Je crois qu'il a 3 passeports. Donc, si vous voulez. C'est l'homme des bateaux. C'est l'homme des bateaux parfait. Voilà, c'est ça. Il redonne un semblant d'espoir à Davos. Ouais. Donc voilà, rendez-vous manqué pour le Canada, c'est dommage, j'espère qu'ils rateront pas la suivante, enfin ils ont dit qu'on a 5 ans. Maintenant on n'est pas prêt de changer encore. Et après la situation qui m'intéresse un petit peu, ou du moins qui me fait poser 2 ou 3 interrogations, c'est la France. Vous avez 25 ans comme moi, ou 30, 35, 40 ans, vous avez des enfants, vous envisagez d'en avoir, et comme tout parent responsable, vous demandez comment vous allez être capable de financer leur éducation, par exemple dans des écoles privées ou les mettre dans des clubs de foot ou j'en sais rien. Et bien pour apprendre à optimiser son portefeuille et se permettre de payer des écoles peut-être au-delà de vos revenus, vous pouvez apprendre la gestion de portefeuille sur l'Université de l'épargne. C'est la France, déjà parce que si mes souvenirs et mes émotions ne me donnent pas de fausses indications, j'avais l'impression il y a 5 ans que
2 ans avant la prochaine présidentielle, qui est donc allait être celle de 2022, il y avait comme une sorte de remous, comme une sorte, voilà, comme s'il pouvait se passer quelque chose, peut-être une surprise. Le RN n'était pas aussi fort électoralement qu'il ne l'est aujourd'hui, donc peut-être que Marine Le Pen paraissait moins indéboulonnable, enfin Marine Le Pen ou quelqu'un d'autre, mais sur le même créneau politique. Macron était assez fragilisé à l'époque par le Covid. Donc on se disait, en plus de ça, il y avait cet espace qui avait été pris par Fillon, qui valait à peu près 20% à l'élection précédente, et qui à ce moment-là n'existait plus, puisque les LR étaient un petit peu hors course. Bref, on se disait, peut-être il peut se passer quelque chose sur ce créneau, quelque part entre Marine Le Pen et Macron, peut-être prendre des voix d'ailleurs à l'un et à l'autre, avec une espèce de ligne libérale conservatrice, voilà. Et Zemmour a essayé de faire ça. Il a essayé de prendre cet espace avec un succès pour le moins limité. Déjà parce que la campagne avait, en termes de discours, quelques limites, puis en termes de personnel aussi. En plus de ça, derrière, il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a totalement changé l'épicentre du débat. Il n'y a pas eu de campagne en fait. En fait, ouais. quand vous regardez, Macron s'est même pas donné la peine de faire une campagne. Ouais, absolument. Il a juste enfilé ses brodequins militaires et tout le monde s'est dit, c'est au ciel, on est en guerre, il faut voter pour celui qui est au pouvoir. Voilà, donc en fait, il n'y a pas eu de campagne et Zemmour a été incapable de sortir de ce discours. Il avait libéré d'une certaine façon la parole, mais ayant libéré la parole, il n'a plus parlé que de l'immigration. Ouais. Et puis ensuite, il n'a pas vraiment fait de déclarations fracassantes sur les pertes de souveraineté, etc. Il a toujours refusé de le faire, pas de peur de ne pas être élu. Donc, il s'est contenté sur le discours de faire le discours sur l'immigration, comme je l'ai dit, et celui-là, il fait 7% des voix depuis Tixier-Vignancourt. Donc on sait très bien que dans le fond, il a essayé d'attraper les voix Tixier-Vignancourt, il les a eues, mais il n'a pas réussi à aller au-delà, quoi. Ouais. Et c'est ça veut dire que faut dire les choses telles sont. Ça partait très bien, puis il a raté son coup, quoi. Absolument. Et donc il y a eu une vraie déception par rapport à cette élection, parce qu'on s'attendait en fait on avait beaucoup de raisons de s'attendre à autre chose qu'un remake de 2017, pardon, et en fait on a eu exactement un remake de 2017 avec sauf que Macron était complètement défraîchi. Comme vous l'avez dit, oui, Macron était totalement défraîchi. Il a fait campagne pendant 3 semaines. Il a fait 2 meetings où il n'y avait personne et l'affaire était réglée, quoi. Il n'y avait même pas le côté un peu conquête, un peu énergique. Non, il y avait quelqu'un qui arrivait de nulle part, qui disait je suis jeune, je vais mettre des gens qui ne sont pas compétents au pouvoir, vous allez voir, ça va tout changer. Ouais. Et puis on s'est rendu compte que mettre des gens pas compétents au pouvoir, ça changeait rien, quoi. Ouais. Ça fait longtemps qu'on était là, quoi. Ouais, c'est clair. Et aujourd'hui, il y a quelques ressemblances, mais je trouve avec peut-être moins d'énergie, mais c'est peut-être encore une fois mes souvenirs qui me jouent des tours. Aujourd'hui, on a notamment 2 candidats, je pense, qui essayent de prendre un peu ce créneau-là. C'est d'une part David Lisnard et d'autre part Cyril Hanouna. Alors, David Lisnard, lui, il voudrait se présenter, il voudrait même organiser dans l'idéal une espèce de primaire où il y aurait plusieurs personnalités, que ce soit des LR ou d'autres personnes plutôt de l'écosystème de droite. Donc une sorte de grande primaire de la droite hors parti. Et il voudrait qu'il y ait une sorte de candidature unique. Alors je trouve l'idée intéressante si tout le monde y participe. En revanche, si personne n'y participe, forcément, ce sera beaucoup moins intéressant. Mais quelle est votre vision sur cette personnalité qui est David Lisnard, maire de Cannes ? J'aime beaucoup David Lisnard. D'abord, c'est le seul qui débat non pas sur des fantasmes, mais sur des réalités, sur un projet précis, etc., que celui, dans le fond, de la droite libérale classique, c'est-à-dire de dire, bon, il faut que l'État fasse son boulot régalien, puis ensuite, une fois qu'il a fait ça, qu'il nous foute bien la paix, quoi. Donc il a un double discours qui me plaît bien, c'est il faut augmenter les pouvoirs de l'État dans le domaine régalien, plutôt qu'il les récupère, ce qu'il a laissé faire, dès qu'il a laissé tomber, et de l'autre côté, sortir de l'État des endroits où il n'a rien à faire. Et c'est un discours qui... Mais l'embêtant, c'est quand vous êtes dans une société où 55 ou 67% des gens s'imaginent qu'ils sont gagnants dans les transferts sociaux, c'est difficile d'avoir une majorité. Vous aurez peut-être les 20 ou 30% de gens, si tout va bien, qui, eux, payent tout. Oui.
Mais tous les gars qui soit travaillent dans l'État, de la famille qui travaille dans l'État, reçoivent des subventions, etc., ils vous disent, mais ça va pas mon vieux, moi. Ouais. Donc, le problème de Lisnard, c'est qu'il est... si j'ose dire, c'est le patron du Parti des travailleurs. Oui. Oui, en tout cas, c'est le discours. Et il n'y a plus beaucoup de gens qui travaillent en France. Donc, le vrai problème, c'est... certes, il n'y a que eux qui contribuent à la richesse nationale, les travailleurs en question, dont moi, dont vous, mais on est une grosse minorité, tout en plus. Ouais. Donc, le vrai problème, c'est qu'est-ce que vous faites si tous ceux qui touchent des subventions dans tous les sens, tous les gars qui ont 14 retraites, tous les gars qui... continuent à voter pour le paiement des subventions. Surtout que les fonctionnaires, les gens qui travaillent dans l'administration ont tendance à beaucoup plus voter que les autres, ils sont beaucoup plus impliqués dans le processus démocratique. Les fonctionnaires, les retraités, tout ça, ça vote beaucoup. Absolument, aussi. Et donc on va se retrouver, encore une fois, on est dans ce que j'ai appelé une ineptocratie, où les gens qui ne font rien élisent des gars qui ne sont pas compétents, de façon à ce qu'on puisse continuer à attendre ceux qui bossent, quoi. Donc on est en place, ça fait quoi ? Ça fait 40 ans qu'on est en ineptocratie. À chaque fois, on élit un gars, enfin la partie qui ne travaille pas, ou qui travaille, qui fait qu'il y a des faux boulots, vote pour le prochain président de la République. Je vois pas ce que ça va changer cette fois-ci, quoi. Et cette ineptocratie devient de plus en plus aussi une plaisanterie avec une fusion totale entre le monde politique et le monde des médias. Ou alors vous avez n'importe quel battleur d'estrade qui s'imagine qu'il est compétent pour être président de la République. Ouais. Et là aussi, c'est ce que vous avez parlé d'Hanouna. Bon, j'aime bien Hanouna, j'ai regardé ses émissions 2 fois, sans plus, quoi, c'était gentil. Mais qu'est-ce qui permet à cet homme de penser qu'il a la profondeur, le courage, la connaissance pour être président de la République ? Président de la République, c'est le dernier des métiers, quoi. Pour moi, je suis affolé. Si vous voulez, de penser. J'ai connu quelques années un type qui avait été candidat à la présidence de la République. Et il m'avait dit un jour en souriant, mais qu'est-ce qui peut amener un homme à penser qu'il a suffisamment de compétences pour être président de la République ? Ouais. Quand je vois un Xavier Bertrand qui prétend qu'il peut être président de la République, je me dis, mais il est fou, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils se disent, il y a Hollande qui est arrivé, donc le type le plus nul du monde y est arrivé, donc pourquoi pas moi, quoi. Oui, et pourquoi pas moi, j'entends bien, mais Hollande a échoué en tant que président, dramatiquement. Donc le truc, c'est pas que eux soient élus, c'est que eux gouvernent le pays. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'ils pensent que le truc, c'est d'être élu. Il y a une vraie espèce, effectivement, qui consiste en des gens comme Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, comme vous l'avez dit, le mec du Nord, là, Xavier Bertrand. Il y en a plein d'autres. Il y en a à gauche aussi. Il n'y en a pas que à droite, entre guillemets, entre gros guillemets. J'imagine que le but, c'est d'être élu. Voilà. Et ils n'ont aucune idée de ce qu'il faut faire dans ce pays. Il n'y a pas le commencement d'une... Non, au moins, Lisnard, il a des idées assez nettes sur ce qu'il faut faire. Effectivement. Alors moi, j'apprécie les idées de Lisnard. Je trouve que c'est un type posé, intelligent, probablement un bon maire. Je connais pas le truc dans le détail, mais il a été le maire le mieux élu de France. Il fait baisser les impôts, sa vie elle est bien gérée. Donc voilà, sa vie elle est bien gérée. J'ai rien à redire là-dessus. En revanche, je trouve chez lui il y a vraiment un manque de punch et de véritable volonté. Et par exemple, on avait parlé de Milei. Milei, alors il a réussi à être élu, ce qui était un pari aussi compliqué en Argentine. C'était pas évident. La valeur des subventions était tellement basse que ça valait même plus prendre la peine de prendre le bus pour aller la toucher. Donc le pays était complètement ruiné. Voilà, absolument. Donc à ce moment-là, nous, on n'en est pas encore à ce stade-là. Non, on continue. On y arrive. C'est la direction, mais c'est pas encore l'endroit où on se situe. Donc il a réussi à être élu et beaucoup de journaux disaient mais regardez, il a l'air quand même un peu foufou. Oui, mais en fait je pense que pour régler une situation extrême, on a besoin de personnalités un peu extrêmes et de gens un petit peu foufou. Et en l'occurrence Milei, je pense il doit se sentir comme envoyé sur terre pour régler le problème du socialisme en Argentine. Et d'ailleurs pas qu'en Argentine, il a aussi envie d'être un peu le phare libéral du monde, de montrer que ça marche. Voilà, de montrer que ça marche. Il sait qu'il
qu'il a une responsabilité énorme à ce niveau-là, pas que dans son pays, mais aussi à l'extérieur. Et Lisnard, je ne le vois pas du tout porter ce genre de responsabilité. Et je me dis, même s'il arrivait à être élu, à la moindre polémique, à la moindre manif de la CGT, est-ce qu'il plierait pas Ça, je ne sais pas, mais la vraie question, si vous voulez, j'étais à une de ces réunions une fois et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe si nous rentrons dans des temps catastrophiques ? Parce que c'est ça la vraie question. Ouais. Lui, c'est un homme raisonnable. Oui. Et donc, il se présente de façon raisonnable en attendant appel à la raison des gens. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'on peut faire, etc. Mais de temps en temps, dans l'histoire, il y a des moments où on rentre dans une situation qui est comme le Liban, qui est simplement catastrophique. Et à ce moment-là, s'il n'y a pas quelqu'un qui prend en main la catastrophe pour la transformer en une occasion de réussir... Voilà, et ce que vous dites dans le fond, c'est, on se pose la question, en cas de catastrophe, est-ce que ce sera l'homme de la situation ? Ça, on ne sait pas, parce qu'on ne sait qu'on est l'homme de la situation que quand on est dans la catastrophe, et qu'on répond comme il faut. Donc, si vous voulez dire d'un type au départ, parce qu'il n'est pas une grande gueule, qui ne sera pas l'homme de la catastrophe, c'est pas sûr, il le sera peut-être. Mais... moi, je l'espère vraiment, mais c'est vrai que j'ai quelques doutes. En fait, il représente une famille politique, si vous voulez, il y a lui, il y a Ciotti et il y a Marion. Ouais, tout ça, à peu près, c'est à peu près le. Oui. Ça doit faire. Ça doit faire un solide 20% des voix si on ajoute, s'ils réussissent à se mettre d'accord. Ouais. Donc, c'est un peu le parti des. Comme je l'ai dit, des travailleurs, des artisans, des chefs d'entreprise, Parce qu'aujourd'hui, Marine ne fait plus du tout appel à ce qui était, alors que son père faisait appel beaucoup à cette classe-là. La Marine, non, c'est pas le personnel politique de Marine. Marine, c'est les anciens communistes. Ceci dit, Marine, alors ça a changé un petit peu. Enfin, c'est-à-dire que beaucoup de gens se sont agrégés à ce truc. Notamment si on raisonne en termes de classe d'âge, c'est-à-dire que les derniers à voter majoritairement pour Macron face à Marine, c'est justement plutôt les classes d'âge des inactifs, c'est-à-dire d'une part les étudiants, les 18-24 ans, et d'autre part les retraités, les plus de 65 ans. Et au milieu, Marine est plutôt majoritaire. Alors après, si on regarde dans le détail, ceux qui travaillent le plus aujourd'hui, ils ont un espace politique qui est un peu compliqué. Mais surtout, oui, ce que vous dites est exact, mais vous regardez parfaitement. Vous regardez, Marine est majoritaire partout, sauf dans la région parisienne, sauf à Paris. Ouais. Donc ça veut dire que toute la classe bobo, d'origine, etc., à Paris, je crois Marine a dû faire 5% des voix. C'était grotesque. Pendant les élections présidentielles, Marine est là. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez la classe parisienne qui gouverne la France, qui va nous proposer Philippe, qui va nous proposer tous ces gars-là, qui sont tous interchangeables. C'est comme des Kleenex, on peut les remplacer les uns par les autres, on s'en rend pas compte. Et puis, il y a le genre à l'extérieur. Et les gens de l'extérieur, ils se décomposent en deux. Je veux dire, la clientèle de Lisnard, Marion et Ciotti, et puis la clientèle des anciens cocos. Et il n'y a pas tellement de recoupement entre les deux. Non. C'est pas les mêmes gens, quoi. C'est pas les mêmes gens, c'est pas les mêmes régions. Oui, absolument. Il y a le RN du Nord, le RN du Sud. Le RN du Sud qui était très proche de Marion. Et puis le RN du Sud, il a des liaisons assez fortes, par exemple, avec le côté Philippe de Villiers, vous voyez, qui est la Bretagne et la Vendée. Mais le RN du Nord, pas du tout. Donc, si vous voulez, on voit bien cette espèce de vieille tradition française. C'est... Marion, Ciotti et Lisnard, c'est les légitimistes. Oui. Ceux qui sont au pouvoir, c'est les orléanistes qui n'hésitent jamais à trahir. Oui, absolument. Et puis ensuite, c'est les Ratsock. Oui. Les Ratsock, radis toujours près de l'assiette au beurre. Donc on voit bien ces trois groupes qui sont d'ailleurs à l'Assemblée. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir quels vont être pour les prochaines. Parce qu'en juin, juillet, il va dissoudre. Tout à fait. C'est le point que je voulais aborder juste après. Il va dissoudre, et la question c'est comment on va se répartir, parce que là on aura une idée assez nette de ce qui va se passer une fois entre ces trois groupes. Effectivement, c'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi une autre raison pour laquelle cette élection de 2027 n'a pas l'air d'intéresser grand monde à l'heure actuelle. C'est qu'on a une élection législative d'abord. C'est que voilà, on vient d'avoir, il y a un peu moins d'un an, on a eu une élection législative, ce qui a totalement cassé le rythme de la politique française, puisque ça faisait maintenant 25 ans
depuis 2002, que à chaque fois on avait une élection présidentielle, une élection législative qui n'avait d'autre intérêt que de simplement confirmer le résultat de la présidentielle, et après il y avait les élections locales et puis les élections européennes au milieu, entre chaque élection présidentielle. Mais donc c'était la présidentielle qui fixait vraiment le tempo de la politique, et dès qu'on s'en rapprochait, il fallait faire un petit peu plus attention à ce qu'on racontait. Et aujourd'hui, on a ce tempo qui est totalement cassé, puisqu'on a eu cette élection déjà dernièrement, donc on a un souvenir assez frais. Et en plus de ça, comme Macron ne peut pas participer à la prochaine présidentielle, il va avoir la tentation de nouveau dissoudre l'Assemblée dès qu'il va s'ennuyer, et ça risque d'arriver très, très bientôt. Oui, il va le faire tout de suite pour qu'on ait un gouvernement qui puisse prendre des décisions. Donc tout le monde, enfin je pense que tout le monde s'attend à ce que... oui, il y a de plus en plus de bruit de couloir. Mais ils feront pas, mais cette fois-ci, ils pourront pas faire le coup du je balaye entre Mélenchon et... Oui, si on refait exactement la même élection... Non, mais ils peuvent pas, Mélenchon et comment il s'appelle, l'ancien Premier ministre Amar, comment il s'appelle Attal. Attal, si vous avez fait cette nouvelle élection et que d'un seul coup, c'est le mariage de la carpe et du lapin, bon, le coup des apparentements que l'a été fait sous la 4ème République pour empêcher les gaullistes d'arriver au pouvoir, bon, ça marche une fois, mais ça peut pas marcher deux. Donc, il me semble que quelque part, si on analyse ça froidement, le scrutin qui devra avoir lieu en juin ou juillet prochain va vous donner le résultat des présidentielles. On saura qui sera le vrai président. Et est-ce que c'est pas plus sain de faire dans cet ordre-là? Parce que d'habitude, on fixe d'abord la présidentielle, donc on élit un homme, et puis après on doit élire tous les petits qui vont avec. Et là, peut-être on pourrait avoir la situation inverse, c'est-à-dire que d'abord on élit un parti politique, même s'il est représenté par une personnalité qui est amenée à être Premier ministre si la faction est majoritaire. Et on pourrait assister à la disparition du LR classique. Moi, ce que je crois, c'est cette élection législative, logiquement, on devrait avoir trois partis. Oui, on devrait avoir le Rassemblement national, l'extra-gauche et les centristes. Les centristes, et peut-être un 4e parti qui serait le parti de ceux qui bossent, quoi. C'est-à-dire... et qui aurait vocation peut-être à s'allier avec le Rassemblement national, mais d'égal à égal, pas avec... Oui, c'est ce qu'avait voulu faire Ciotti un peu, comme c'était à la va-vite, forcément l'espace politique était plus restreint, mais effectivement c'est bien d'avoir un truc qui n'est pas le RN, qui peut travailler avec surtout le RN. Il faut sortir les Républicains de tout. C'est eux qui ont à l'origine de tout. C'est l'origine du mal. Du mal, c'est depuis Chirac, etc. Ça a été des désastres, les Chirac, Sarkozy, tout ça, ils ont trahi, ils ont dit qu'ils étaient souverainistes et ils n'étaient pas du tout. Bon. Donc il faut simplement qu'on n'ait pas deux partis centristes. Il faut qu'il n'y en ait qu'un. Oui, parce qu'en fait il y a le mal, et puis les LR, les machins, c'est la compromission permanente avec le mal. Mais en disant non, moi je mange pas de ce pain-là, puis il se précipite à la soupe chaque fois. Donc surtout, le but de cette élection législative, ce serait d'éliminer le LR. Ouais, effectivement, oui, ce serait bien de les réduire au moins de moitié. Non, qu'ils aient plus rien, et surtout qu'ils ne puissent pas présenter un candidat, leur prochain candidat, normalement, il doit faire 3% des voix, quoi. Ouais. Donc pour moi, si vous voulez, le but essentiel, c'est maintenant de se débarrasser de ces faux gaullistes. Et est-ce que malgré tout, il risque pas de se sauver un petit peu, parce que alors je vous avoue, je suis pas trop ça en ce moment, mais il y a une espèce de bagarre interne entre Wauquiez et Retailleau. Pour ça, si même moi ça m'intéresse pas, c'est que vraiment ça n'intéresse personne. Non, mais il y a une bagarre entre tout le monde s'en fout. Il y a Retailleau qui essaye de reprendre la main sur... Si vous voulez, c'est des guerres picrocolline. C'est pour savoir qui va prendre les 2 ou 3% de voix qui permettront d'être le chef du parti qui fera 5% de voix. Ben, bravo les mecs, amusez-vous si ça vous fait plaisir, mais ça ne veut sûrement rien dire. Alors il va y avoir toute une série de candidatures farfelues, du style de celle d'Hanouna. Là, j'ai lu son programme. Bon. C'est un programme très étrange, hein. Ça a été rédigé en une après-midi, ce truc-là. Non, mais il a pris sans doute un truc d'intelligence artificielle. Il a dit, faites-moi un programme qui fasse de peine à personne, et qui, par exemple, on va baisser la TVA sur les produits de première nécessité. Bon,
Voilà, c'est un truc intelligent. Et puis, on va mettre le SMIC à 2200, et pourquoi pas 5000, et pourquoi pas 1000, et pourquoi pas supprimer le SMIC. Toi, je veux dire, non. Ce programme est tellement ridicule, je me dis que de sa part, c'est une farce. Ouais. Moi, ce que je veux dire, je me dis, bon, ben, il essaye de naviguer sur les traces de Coluche, mais qui était plus marrant, parce que Coluche, il disait des choses sur la politique qui étaient quand même assez profondes. Il me faisait rigoler. Oui, c'est marrant, effectivement, Coluche, c'est quelqu'un qui se prenait lui-même pas très au sérieux, mais qui disait, mine de rien, des choses très sérieuses pour le moment. Mais comme très souvent les grands humoristes, si vous voulez, quand il disait, par exemple, si les élections servaient à quelque chose, il y a longtemps qu'ils les auraient plus autorisées, si vous voulez, c'était une forme assez forte dans le fond de ce qu'on dit nous, c'est-à-dire qu'on a mis un système où, soi-disant, le peuple exprime sa volonté, il exprime rien du tout, et quand par hasard il exprime, on n'en tient pas compte, quoi. Donc, si vous voulez, Coluche, il avait des phrases comme ça qui étaient, comme très souvent les grands humoristes, qui étaient très révélatrices d'une réalité que les gens ne voulaient pas voir. Oui, bien sûr. C'est un petit peu ce dont on parle récemment, c'est-à-dire que ce qu'on avait dit, par exemple, sur l'exemple roumain, sur le fait que on peut vous permettre de participer à l'élection si vous avez un discours un peu discordant, à partir du moment où vous n'avez aucune chance de gagner. Et dès que vous avez une chance de gagner, là, il faut appeler la cour de je sais pas quoi. Là, avec Trump, où ils ont tout fait pour essayer d'éliminer, ils ne sont pas arrivés, ils ont essayé de le poursuivre, etc. On l'a vu très bien aussi dans tous les pays de l'Est. Chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui commençait à monter, on a vu avec Madame Meloni. Madame Meloni, il y avait Madame van der Leyen qui avait dit, si Madame Meloni était nue, nous avons les moyens de l'empêcher de gouverner. Ce qui était quand même... Elle l'a dit tranquillement. C'est extrêmement inquiétant. Ouais. Par contre, ce qu'il faudrait réussir à avoir aussi pour que ces élections se passent bien, c'est qu'enfin, le personnel politique de l'Europe, corrompu, soit jugé, soit d'abord dénoncé, ensuite jugé. Mais j'ai vu qu'il y avait déjà M. Klaus Schwab là, qui est tombé. Oui. Et ça s'est passé très vite. Qui est sous le coup d'une enquête. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les fiches de la CIA sont en train de s'ouvrir sur le personnel politique. Donc on a fait tomber Klaus Schwab, et puis maintenant le prochain, ça va être Madame van der Leyen. Donc les fiches de la CIA vont commencer à arriver en Europe. Et donc on va voir tomber tous les journaux qui ont touché de l'argent de USAID, etc. Donc cette ère des élections, logiquement, ça devrait se passer avec aussi l'éradication, d'abord du RPR, bien sûr, dans ce qui est de l'RPR, et aussi de tout le personnel politique pro-européen qui a vendu son âme au diable, et pas pour rien. Mais par conséquent, on aura peut-être des élections un peu plus libres, par conséquent. On va directement avoir la surprise. Parce que ces dernières élections, on avait l'impression qu'on a été presque obligé de voter pour certains candidats. Au premier tour, pouvait y avoir un petit peu de liberté, et puis à chaque fois, au second, bon, là, on arrête les conneries. Mais surtout, on vous dit, là, il y a des gens pour qui vous pouvez pas voter. Mais alors, s'il y a des gens pour qui vous pouvez pas voter... Pourquoi ils ont le droit de se présenter c'est ça. C'est encore une fois, vous avez le droit de vous présenter si vous n'avez aucune chance de gagner. Quoi. Et donc, on fera tout pour que vous n'ayez aucune chance de gagner, mais si par hasard le peuple se trompait, à ce moment-là, il faudra changer de peuple. Quoi. Ouais. C'est ce qu'on fait avec beaucoup de talent. C'est ce qu'on fait, oui, ça, ils y arrivent très bien. Donc, pour revenir à ces élections, on rentre dans une période d'élections. Dans l'année qui vient, il va y avoir donc des élections législatives et assez rapidement après des élections présidentielles, 1 an ou 1 an et demi après. Et je serais très surpris si ça se passait dans les cadres qu'on fixe aujourd'hui. Oui. Moi, je crois qu'il va y se passer des choses tout à fait étonnantes. Déjà, comme vous dites, s'il y a une élection législative avant, très franchement, la présidentielle perd totalement de son intérêt. Enfin, ça sert quasiment à rien de voter moins de 2 ans après une législative importante. Surtout si on a un Premier ministre qui fait son boulot. Oui, absolument. Et qui ne se présente pas. Ouais. Parce que vous pourriez avoir... vous pourriez avoir des personnalités très peu importantes en fait qui sont les seules à se présenter à la présidentielle, et puis en fait ceux qui nous intéressent vraiment, c'est ceux qui sont à Matignon et peut-être pas... Voilà. Et donc ce sera la vraie fin de la Ve République, où cette prédominance du pouvoir exécutif va disparaître. On pourra retrouver en fait un... Mais tout ça, ça veut dire que... Mais moi, ce qui me fait peur dans ces élections, c'est qu'il risque d'y avoir, si les candidatures restent ce qu'elles vont annoncer là, il va y avoir 30% des gens qui vont aller voter, quoi. Ouais.
C'est ça le vrai danger. C'est que, regardez, tout le monde détestait Madame Hidalgo. Et puis, les élections municipales ont lieu, il faisait très beau. Oui. Et tout Paris était parti dans sa maison de campagne en se disant « je vais laisser les votes voter contre Madame Hidalgo », et elle a été réélue. Je crois que c'était 25% de participation. 25% de participation, et elle a été élue, je crois, avec 4-5% des voix des Parisiens. Donc, on peut tout à fait se retrouver avec quelqu'un élu à la Chambre qui représentera 4% de la population française, quoi. Oui. À ce moment-là, c'est vraiment n'importe quoi. Après, si on a une législative, est-ce que les gens vont pas quand même se bouger comme la dernière fois? Parce qu'il y a eu une bonne participation. Oui, au premier tour, oui. Mais c'est pas terrible, la législative. Le présidentiel, il y avait eu du monde. Et aux européennes, il y avait du monde. Le législatif, c'était pas terrible. Et, je crois que la dernière législative, on était tombé à moins de 50, je crois. Ah non, mais je parle de 2024, pas parce que celle de 2022, oui, c'était horrible, mais les dernières, je crois qu'on était au-dessus des 70% là en 2024. Dans la législative ? Ouais. Sûr. Les anticipés, il y avait ce que je veux dire, on se retrouve maintenant devant une question essentielle, c'est qu'on pose dans les dîners en ville quand par hasard je suis invité, c'est pour qui il faut voter. Et je leur dis, dans les circonstances actuelles, les personnages que vous me présentez, votre devoir, c'est de ne pas aller voter. Pour la première fois de ma vie, je dis aux gens, vous n'avez que des personnes corrompues pour voter, votez pour n'importe laquelle de ces personnes, c'est automatiquement les supporter. Ouais. Et moi, je ne supporterai jamais un corrompu. Ouais. Donc, j'ai le choix que des corrompus, ça veut dire que je vais aller à la pêche. Mais je déteste ce que je veux dire. Ouais. Oui, parce que malheureusement... Il y aura peut-être un candidat qui va me plaire. Parce que malheureusement, aller à la pêche, ça règle pas non plus le problème, quoi. Mais ce qu'il y a, c'est que vous êtes certain que les gens qui vous présentent, qui vont être présentés, aucun ne réglera les problèmes, parce qu'ils sont... C'est eux l'origine du problème depuis 40 ans. Oui. Donc, je vais pas continuer à voter pour des gars qui se foutent de ma gueule, quoi. Je vais pas voter... si je veux dire, pour des pétainistes en 1944, quoi. Faut pas déconner. Et s'il se passe quelque chose avec les Lisnard, Ciotti et Marion, ou peut-être pas forcément les trois, mais peut-être il faudrait disons deux des Lisnard, trois. Ciotti, Marion, Philippe de Villiers, quelques personnes comme ça, qui ont vraiment à cœur les intérêts de ce pays. À ce moment-là, on pourrait peut-être se sortir un petit peu et pas aller à la pêche. Mais je veux dire, les gens dont vous me parlez là, je sais qu'ils sont tous à la fois corrompus et que ils n'ont pas d'idée. Ouais. Donc le vrai problème, c'est aujourd'hui, non. Vous n'êtes pas obligé de voter, si vous voulez. Je vais pas voter pour... je vais pas voter pour Starmer en Angleterre aujourd'hui, qui a tous les défauts de la Terre, qui est une crapule et tout. Et je vais pas voter pour un Wauquiez ou je sais pas qui, quoi. C'est même pas possible. Ça, je vous demande pas de voter pour Wauquiez. Non, mais si vous voulez, c'est ça, quoi. Je vais pas voter pour des gens qui ont fait des accords d'apparentage entre la gauche et l'extrême gauche et leur parti pour faire battre le Rassemblement national. Ces gens qui acceptent les compagnies qui acceptent de faire des apparentements contre nature pour être certains que les autres n'arrivent pas au pouvoir, alors que la volonté des Français, c'était de donner une chance au parti Rassemblement national. Donc, en quelque sorte, ce que j'essaie de dire, c'est que vous avez aujourd'hui une espèce de classe politique qui est à peu près aussi intéressante que les gens qui avaient accompagné Pétain à Sigmaringen et qui se mettaient sur la gueule parce qu'il y en avait qui s'étaient assis à côté de Maréchal et d'autres qui s'étaient assis, qui n'avaient pas été conviés au petit déjeuner. Et donc, ce sont des gens qui vivent et ne vivent que dans la politique. Ouais. Et qui ne pensent pas au pays. C'est ce que dit De Gaulle dans ses mémoires, dans un moment qui m'a beaucoup frappé. Il y a Herriot, vous savez, qui était le président du Parti radical, le principal parti à ce moment-là en France, qui va voir De Gaulle en 44-45. Et De Gaulle dit « Je parlais à M. Herriot de la France, et il me parla du Parti radical. » Je ne veux pas des gens qui me parleront du Parti radical. C'est là, tous ceux dont on parlait, ils ne parleront que du Parti radical. Ils n'ont aucun intérêt. Les Herriot, le courage qu'il avait eu dans la vie, c'est au moment où il fallait voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, il s'était fait porter malade pour ne pas avoir à aller à l'Assemblée. Ouais. Mais c'est honteux. Ouais. Où il y allait, il votait non. Où il n'y allait pas. Et il écrit, mais on n'utilise pas l'excuse de la maladie
pour ne pas prendre une décision qui engage le pays. Donc Ouais. voilà, il n'y a que des RIO au pouvoir. Ouais, c'est sûr, le sauvetage du pays ne passe que par l'éradication totale d'une telle classe politique, quoi. Et C'est il y a exactement cette ce que classe De Gaulle avait réussi à faire, mais En 58, il est resté comme Mitterrand, à peu près des anciens. Mitterrand qui a fait renaître d'ailleurs la Il même a fait chose. renaître la pourriture avec lui parce qu'il l'a porté en lui. Ouais. Donc voilà, si vous voulez, donc moi aujourd'hui, on est dans une situation du point de vue économique, politique, social, humain, qui est désespérée, et vous ne pouvez pas vous attendre à ce que des RIO vous tirent du trou. Oui, bien sûr, je vois absolument ce que vous dites. C'est triste. Et même un Bardella, on va dire, qui a l'air moins méchant que les autres, Oui, mais Bardella, à partir du moment où il accepte l'euro, l'Europe, l'OTAN, vous dites, son but, Bardella, c'était pas de gouverner la France ou de changer quoi que ce soit, c'était d'être accepté par RIO. Ouais. Comme un homme convenable. C'était le but de Madame Le Pen, c'était d'être invitée avec les autres petites filles au château. C'est pas mon but dans la vie d'être accepté au château. Ouais, je comprends tout à fait. Donc Voilà. on a qu'à espérer qu'il y ait quelque chose qui se passe. Après, même en soi, ce qu'on a même de plus à espérer, c'est surtout que cette élection n'ait pas véritablement le même intérêt que d'habitude. Il faut que le président ait moins d'importance qu'avant. Il ne faut pas que cette élection ait celui qui autant de sortira de signification. l'élection, s'il fait une élection législative en juin, et s'il y a un vrai vainqueur, c'est lui qui aura le pouvoir. Oui. Parce qu'en plus, l'autre, 1 an et demi après, il s'en va. Donc, pendant 1 an et demi, monsieur Macron va inaugurer les chrysanthèmes. Ce qui veut dire que peut-être dans son esprit tordu, il va se dire, je ne vais pas dissoudre. Peut-être. Après, il a l'esprit suffisamment tordu, vraiment, il est tellement déconnecté de la réalité, il a l'esprit suffisamment tordu pour se dire je vais dissoudre et les gens vont revoter pour moi de nouveau parce qu'ils apprécient pas le chaos qu'il y a actuellement. Enfin, le chaos, entre guillemets. Oui, ça, j'en crois pas un mot. Il va se dire, je continue à rester un peu le maître du jeu parce que je garderai la possibilité de dissoudre à tout moment. Donc, s'il y en a un qui commence à lever, je lui coupe la tête tout de suite. Oui. Donc moi, ma grande crainte, c'est qu'il n'y ait pas de dissolution. Oui, effectivement, c'est ce qu'il y a plutôt à craindre, ouais, effectivement. C'est le vrai désastre, serait qu'il n'y ait pas de dissolution. Ouais. Et voilà, donc... D'ailleurs, tout son camp, évidemment, espère qu'il n'y aura pas de dissolution parce qu'on a vu qu'on n'est pas passé très très loin d'une majorité RN, alors pas au second tour, mais parce qu'il y a eu bien des sûr, circonstances, oui. mais à l'issue du premier tour, vraiment, toutes les estimations penchaient vers une majorité RN. Au final, ce ne fut pas le cas. Mais donc, ils savent qu'ils ne sont pas passés très loin, ils ont dû se compromettre, Mélenchon avec le centrisme et le centrisme avec Mélenchon. Et c'est pour ça que je ne crois pas que Mélenchon sera au deuxième tour, même assez loin, parce que là, d'abord tout le monde se rend compte que c'est un tyran un peu crétin. Ensuite, sa petite amie a un procès aux fesses où elle a pris du pognon à l'État comme une folle. Et puis enfin, je crois que, on peut dire ce qu'on veut, mais il s'est pas fait des amis à gauche depuis... Oui, mais... je crois pas qu'au moment de l'élection, ils vont pouvoir d'un seul coup se représenter embrassons-nous Folleville. Je crois pas que ça marchera cette fois-ci. Vous pensez pas que Mélenchon serait capable de se mettre à un second tour je crois qu'il va se présenter, mais je crois qu'il fera 4% des voix, parce que je crois que les gens ont bien compris le côté musulman et le côté tyrannique, parce que je vous signale que c'est le seul parti où il n'y a pas de statut du parti. Oui. C'est le chef qui décide tout. Oui, absolument, oui. Qui vire les gens, qui les embauche, etc. Je crois qu'il y a une liste de 5 adhérents techniquement de la France Insoumise, donc oui, ils peuvent... c'est pas très participatif, quoi. Non, c'est le portage... Donc vous avez quelques dindes à l'Assemblée qui font semblant de... Mais bon. Donc je crois que Mélenchon, il est foutu. Moi, je pense pas. Moi, je pense que tout ça, on le savait déjà. Et malgré tout, en 2022, il n'est pas passé très loin du second tour. Il était pas très loin derrière Marine Le Pen. Et pareil, aux dernières élections législatives, il a réussi malgré tout à s'imposer, alors qu'il n'était pas dans une très très bonne situation. Oui, mais les autres sont tous couchés pour sauver leurs députés. Oui. Là, si les Français sont cohérents, tous les gars qui ont accepté cet arbitrage de Mélenchon vont être balayés au deuxième tour. C'est-à-dire que ça va être une émission. Ça va être où vous aurez Mélenchon, où vous aurez le Rassemblement national, et entre les deux, il n'y aura rien. Mm-hmm. Il n'y aura rien.
Et donc, les Français voteront au Rassemblement national. Oui, ah oui, non, mais je pense donc, aussi. Ça va pas être, il va pas y avoir des bérous au milieu qui vont pouvoir faire des trucs. Oui, bien sûr, parce que à chaque fois, les médias, les institutions de sondage, etc., se focalisent sur un second tour, Édouard Philippe, Jordan Bardella ou Marine Le Pen, ou même des seconds tours, Gabriel Attal, machin. Déjà, observation assez simple, Édouard Philippe commence, selon les derniers sondages, avec une sorte de socle à 20% des voix. Bon, soit. Déjà, Édouard Philippe, je pense qu'il a un déficit de charisme. C'est-à-dire, attendez, combien a fait le parti LR, là? Il a fait 5% des voix, des restes. Oui. Bah, c'est son électorat. Oui, il reprendrait l'électorat de Macron tout de même. Bah oui, mais il reste beaucoup de ça à parler. Bah, il reste 20% d'irréductible. Hein, oui, mais... ça c'est ce que vous disent les sondages. Oui, mais à chaque fois, ça se montre ce que vous aussi. Disent les sondages, on va voir. Mais moi, je crois qu'on va vers une simplification, si vous voulez. Non, surtout qu'à chaque fois, les sondages ne le mesurent pas, mais on n'est pas du tout à l'abri de plusieurs candidatures du même camp. Attal, il a envie d'y aller. Darmanin, il a envie d'y aller. Bayrou, il a envie d'y aller. Le gamin qui n'a pas son certificat d'études. Mais oui, mais peu importe. S'ils arrivent à prendre, à grappiller chacun 2%, ils empêchent leur candidat central d'arriver au second tour. Hein. Je sais pas. Pour moi, si vous voulez, les gens français en ont tellement marre de ces calculs d'état-major. Oui, non, mais je comprends que ça vous ennuie considérablement. Considérablement. Et il faut pas... Encore une fois... savoir, si vous voulez, qui va gagner l'élection pour être le capitaine du Titanic. Oui. Le calife. Le calife, non, le capitaine du Titanic qui va couler, ça me paraît un sujet intéressant, mais subsidiaire. Secondaire. Ouais. Secondaire. Ouais. L'essentiel, c'est que le jour où un homme se lèvera et dira on est sur le Titanic, les gars, il faut arrêter les conneries, et où il sera entendu, ben à ce moment-là, tous ces gars-là disparaîtront en 5 minutes. Oui, c'est ce que j'espère en tout cas. C'est ce qu'on peut espérer. Ouais. Et pour l'instant, le seul qui dit qu'on est sur le Titanic, c'est Lisnard. Oui, non, mais Lisnard, je trouve, il a plutôt un bon discours. Moi, c'est là où j'attends moi-même d'être convaincu par Lisnard, c'est sur l'attitude plutôt que sur le discours. Je trouve que le discours est bien, mais j'attends une attitude un peu plus punchy, peut-être un petit peu plus conquérante sur vraiment la volonté de s'imposer, parce que c'est pas juste parce qu'il en a envie, mais parce que c'est une nécessité absolue pour ce pays, quoi, et qu'il y a pas juste. Et qu'il est le seul à parler du pays. Ouais. En fait, il est le seul à parler du pays. Moi, c'est ça qui m'intéresse chez Lisnard, c'est que plus personne ne parle de la France, plus personne ne parle du pays. Le pays en français, ça veut dire deux choses. Ça veut dire la France et ça veut dire le village d'où vous êtes. Parce que vous êtes quand on était au service militaire, vous étiez du même pays. Oui. Et même pays, ça voulait dire que vous étiez tous les deux de Nîmes ou tous les deux de... Donc le pays, c'était l'endroit où vous étiez né. Oui. Il y avait deux sens. Et Lisnard, c'est le seul qui parle aux Français du pays, c'est-à-dire de la France et de là où ils sont. C'est pour ça que je trouve son discours intéressant. Voilà. Donc, et le fait qu'il soit un peu ennuyeux est un peu rassurant. Oui, mais je reste encore à convaincre là-dessus, parce que malheureusement, je pense que... Vous aimez Cyrano de Bergerac. Voilà, moi je pense que Lisnard, c'est un très bon gars quand votre pays va bien, et que globalement, il n'y a pas de... ça ferait un merveilleux Premier ministre. Oui, sans doute, oui. De la Constitution de 5e, c'est-à-dire avec un président qui s'occuperait des affaires supérieures de la nation, et lui qui mettrait les affaires courantes, effectivement, je suis assez d'accord. Donc, à voir. On verra s'il se passe quelque chose. Mais on en fera sans doute d'autres. Mais on reparlera de la France tout de même. On reparlera de la France, mais j'ai peur que ce soit comme... vous savez, les élections de 1936, c'était passé sur du pain et des loisirs. Et on a eu... on a eu autre chose. 3 ans après, on avait la guerre et la famine. Donc, ce qui va se passer... Par définition, c'est inconnaissable et ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas quelque chose qui se passe qui va chasser tous ces gars-là. Bien sûr, il y a de multiples raisons de penser que l'élection de 2027 ne va pas se passer comme d'habitude. Non, c'est pas une élection normale. Et on n'est pas dans une période normale. Ouais, on n'est pas dans une période normale. Et les gens normaux vont disparaître. Ouais. J'espère pas trop non plus quand même. On a besoin d'un petit peu de gens normaux malgré tout. Oui. On peut pas avoir que des... Non, mais les gens normaux dans la politique. Oui. Parce qu'être normal dans la politique, c'est être complètement anormal. Oui, effectivement. Si vous trouvez que M. Chirac était normal ou que M. Mélenchon est normal, vous avez un problème.
Effectivement. Bon bah voilà, je crois qu'on a fait le tour à peu près de ce sujet. On en reparlera, on en aura l'occasion très probablement. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions sur l'Institut des Libertés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme moi, vous êtes jeune, vous avez la vie devant vous, mais une inquiétude vous habite. Comment s'en sortir dans ce monde compliqué où toutes les garanties que nos aînés ont pu avoir risquent de disparaître? Par exemple, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on ne cotise pas pour sa retraite, mais pour celle des retraités actuels. On cotise donc pour un droit, mais votre argent n'est pas stocké quelque part dans un coffre-fort qui vous sera restitué au fil du temps quand vous serez à la retraite. Les retraités actuels ont un niveau de vie plutôt confortable en moyenne et sont donc en termes relatifs parmi les plus riches dans les pays de l'OCDE. Ils ont dû cotiser relativement peu par rapport à leur salaire car dans les années 70, il y avait 4 actifs pour un retraité. Désormais, c'est 1,7 actifs pour un retraité. Et lorsque je serai à la retraite, en 2060 ou en 2070, il y aura à peine plus d'1 actif pour un retraité. Leur niveau de vie va devoir forcément baisser et pour contrecarrer cela, il va falloir compter sur soi-même. Ici, à l'Université de l'Épargne, Charles Gave, Emmanuel et moi-même nous forçons d'enseigner les bases de la finance et même un peu plus pour que vous appreniez vous-même à gérer votre épargne. Vous avez donc accès à des dizaines de vidéos, des cours théoriques, des mises à jour de portefeuille, des évaluations de courtiers, des vidéos sur la fiscalité et vous intégrez une communauté de plus de 7000 personnes, des investisseurs débutants comme expérimentés, avec lesquels vous pouvez interagir. On ne promet pas la lune ou des rendements incroyables et aucun rendement d'ailleurs n'est absolument garantie au-delà du taux du livret A, mais on a comme objectif de quand même largement battre l'inflation. Si cela vous intéresse, rejoignez-nous sur l'Université de l'Épargne.